Voilà, la Cour commune prend place à présent. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec la matinale, nous poursuivons cette fois-ci sur un autre sujet. Mesdames, Messieurs, lorsque nous voulons avancer dans la vie, parfois nous avons besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous pousse, qui nous aide, qui nous amène donc à atteindre notre objectif. Voilà, aujourd'hui, nous parlons du mentor. Ce mentor, c'est qui vous choisissez pour vous aider à y arriver, son importance dans notre vie, ce qu'il en est, comment le choisir surtout et quelle relation il doit y avoir entre ces deux personnes. Nous en parlons donc sur ce plateau. Modeste, bonjour. Bonjour Prunelle et bonjour aux invités et spectateurs. Comment allez-vous, Modeste? Très bien. Oui, c'est vrai que nous étions ensemble tout à l'heure sur le plateau du Réveil Matin. Néanmoins, nous parlons aujourd'hui du mentorat sur ce plateau de la Cour commune. Est-ce que vous en avez un, Modeste? Oui, j'ai un mentor, Wilfried Oprah, l'animatrice télé américaine. Je ne sais pas si vous la connaissez. Bon, c'est quand même une figure, j'aime sa manière de faire ses expériences, son parcours et je pense que ça m'inspire, je m'attache à ça, on veut quand même ressembler à cette personne qui représente une image, sur qui on se projette, voilà, on veut avancer, on veut devenir une meilleure personne. Pourquoi ne pas devenir cette personne que vous avez en face de vous et cette personne qui vous inspire quotidiennement? Bon, c'est vrai que lui, il est très loin, hein, donc même si vous avez peut-être cette envie de lui ressembler, d'avoir un peu de son charisme et autres, vous avez besoin de quelqu'un de tout près qui vous pousse, et c'est de cela justement. Quelqu'un de tout près, je pense que on peut avoir un mentor virtuel. Virtuel, c'est vrai, elle n'est pas proche, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Je la vois sur les réseaux, que ce soit sur les chaînes de télévision américaines. Mais bon, je pense que c'est quand même inspirant et elle m'inspire. Et même s'il y a des personnes à côté, nous avons des personnes, il y a Chose Amelon, voilà, qui est quand même un monsieur assez inspirant. Et bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous intéresse en ces deux personnalités, oui? Alors, Georges Amelon, c'est sa manière de s'exprimer en public. Il a une certaine facilité et une diction assez particulière, parce que je l'ai eu comme professeur en diction et je pense que c'est quand même ça. Et quand vous suivez ces modérations, que ce soit des panels, des conférences et autres, vous dites, ben, je vais quand même faire comme lui. Il a de l'influence, il a de l'impact sur moi. Et pour notre animatrice... Alors, Wilfried, d'abord, c'est une femme noire. Oui. Donc, je suis aussi une femme africaine et elle avance. Elle est à cette étape. Je me dis, mais pourquoi je suis aussi une africaine? D'abord, on dit, pour ressembler à une personne, il faut faire approximativement tout ce que la personne fait. C'est vrai, on a souvent tendance à faire comme elle, que ce soit dans l'habillement, mais on n'y arrive pas. On va y arriver. On n'y arrive pas. On va y arriver. Alors, le mot de ce matin. Alors, le mot de ce matin, on parle de mentor et qui parle de mentor parle bien entendu de conseiller. Et conseiller est le mot du jour. Conseil qui s'écrit C-O-N-S-E-I-2-L-E-R. Conseiller qui est un mot issu du latin populaire conciliare et du latin classique conciliare. Alors, au premier sens, on parle d'indiquer à quelqu'un ce qu'il doit faire, lui recommander quelque chose ou quelqu'un, donner l'avis de faire telle chose ou suggérer à quelqu'un quelque chose. Je vous conseille ce excellent restaurant, par exemple. En synonyme, on parle d'inciter, de préconiser, de recommander, de suggérer. Et au contraire, dans ce premier sens, on parle de déconseiller, défendre, dissuader et interdire. Le mot conseiller, on reste toujours voilà avec le mot conseiller
pour parler du verbe passif, qui est conseiller, mais cette fois-ci qui s'écrit avec un E accent aigu. Alors, on parle d'être entouré de personnes de bons ou de mauvais conseils. Avoir un conseiller qui doit être mal conseillé pour avoir pris cette décision. Il doit être mal conseillé pour avoir pris cette décision, en exemple. Et au deuxième sens de ce verbe passif, on parle simplement d'être recommandé. Ce régime n'est pas conseillé dans ce cas. Alors, deux citations pour finir avec le mot conseiller. La première d'Albert Einstein qui dit un estomac creux n'est bon conseiller politique. Un estomac creux n'est un bon conseiller politique. Et Plaute qui nous dit conseiller, c'est presque aider. Conseiller, c'est presque aider. Oui, conseiller, c'est presque aider. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous conseille, Modeste? Oui, j'ai quelqu'un qui me conseille quotidiennement quand j'ai un problème, j'ai une situation en face de moi, je l'expose à la personne. Ma journée est faite de ci et de ça, et à la personne de me dire fais telle chose, il faut pas marche de telle manière. Bon, donc on reçoit quand même les conseils des proches et on essaie de faire avec. Mais je pense que ça nous aide quand même, et ça nous aide parce que la personne va... C'est vrai qu'il y a de mauvais conseils, mais quand vous êtes attaché à certaines personnes, ils vous en donnent de bonnes. Et il faut savoir également les choisir, et également ces conseillers. Un mentor qui est d'ailleurs un conseiller, nous allons en parler sur le plateau avec nos invités dans les prochaines minutes. Le message, ou plutôt le numéro sur lequel les téléspectateurs peuvent envoyer les messages. Alors, vous pouvez nous laisser vos messages via WhatsApp au 55 01 82 91. Le 55 01 82 91. 55 01 82 91, amis téléspectateurs. Si vous avez des mentors dans votre vie, comment est-ce que vous travaillez avec eux? Et peut-être même si vous en êtes un pour quelqu'un, quelle relation vous avez avec la personne? Nous attendons donc vos réactions, nous attendons vos partages d'expériences via WhatsApp sur le numéro affiché en bas de vos écrans. Nous allons installer nos invités pour la discussion. Le mentor, quelle place dans notre développement, dans le développement donc de notre carrière? Nous en parlons sur le plateau de la co-commune ce lundi. Mesdames, Messieurs, je suis avec la coach Aurore Dosiovo. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Merci de réitérer votre présence sur notre plateau pour nous parler de ce sujet-là. Également, un nouvel invité aujourd'hui que vous allez découvrir sur le plateau de la co-commune, Venceslas Soloro. Bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien? Ça va super bien. Merci également à vous de répondre présent à cette invitation. Vous êtes un distingué Toastmasters. Vous êtes dans la vie professionnelle, ingénieur en informatique. Nous allons donc parler du mentor. Et déjà, c'est important de clarifier aux téléspectateurs ce que l'on appelle mentor. On pense peut-être à tort que justement le mentor, c'est celui-là que nous admirons, qui est peut-être une icône, qui est notre idole et autres. Mais en réalité, c'est qui le mentor? Aurore? Oui, le mentor, c'est un modèle dans certains domaines. C'est un conseiller, c'est celui-là qui peut accompagner quelqu'un dans la réussite professionnelle et personnelle. Donc c'est quelqu'un qui est normalement ouvert, qui doit partager son expérience dans le but de conseiller, de guider celui quand même qui mentor à atteindre un certain objectif ou à réussir aussi au travers de son modèle personnel aussi. Très bien. Venceslas? Oui, comme vous le savez, nous sommes nés dans la main des hommes. Et que tout est une question d'initiation dans la vie, de moule. Et généralement, lorsque nous sommes face aux situations de la vie, nous avons besoin de l'expérience de quelqu'un qui a déjà dépassé cette étape. D'où l'importance d'un mentor. Un mentor, pour moi, c'est quelqu'un qui est expérimenté, compétent, positif, encourageant et qui est disponible et qui dispose de toutes les capacités nécessaires pour transmettre cette connaissance, son savoir-faire et toute cette richesse qu'il a dans un domaine donné.
Très bien. Alors, tout ce rôle-là pour un mentor conseiller, il a toutes les richesses dont vous avez parlé tout à l'heure, mais c'est ça, Solo. C'est-à-dire donc qu'il faut savoir choisir cette personne. Oui, il faut savoir choisir puisque je ne peux pas, en voulant choisir un mentor spirituel, et je rappelle tout de suite que nous pouvons avoir plusieurs mentors. Je peux avoir un mentor de couple, un mentor spirituel, un mentor professionnel. Et dans l'identification de ce mentor, il va falloir être très méticuleux et être avisé. Lorsque le mentor ne dispose pas des ressources nécessaires pour la mission, le besoin pour lequel je le sollicite, cela pose un problème. D'où il faut choisir un mentor expérimenté et qui a déjà une notoriété et de référence dans le domaine dans lequel vous souhaitez être protégé. Très bien. Alors, étant donné que nous pouvons avoir un mentor dans plusieurs domaines, parlons déjà de la vie professionnelle, parce que le développement de notre carrière ou l'avancement dans notre carrière, c'est un aspect important qui nous tient à cœur. Lorsque l'on doit choisir un mentor, Coach Aurore, comment s'y prendre? Il faut identifier la personne, parce qu'on a un parterre de personnes en réalité qui nous entourent. Il faut être observateur, il faut être attiré déjà vers cette personne-là, identifier, côtoyer la personne pour pouvoir savoir ce qu'il peut nous apporter en tant que mentor en réalité et essayer de scruter un peu sa vie, voir ce qu'il a déjà réussi un peu personnellement. C'est vrai, je rappelle que le mentor, ce n'est pas celui qui est tout parfait. Parce que souvent, on cherche un mentor tout parfait. Un homme ne peut pas être parfait dans tous les domaines. Mais c'est un aspect de la vie de la personne qui peut nous intéresser. Et c'est vers ça qu'on est porté à aller choisir un tel mentor qui nous aide dans un certain domaine, qui accompagne dans un certain domaine. Mais non, il ne faut pas le recopier dans son côté mauvais. Il faut se garder de cet aspect mauvais-là. Du mentor. Donc, ce n'est pas quelqu'un de tout parfait, mais il faut savoir observer, écouter et regarder un peu ce qu'il a déjà fait pour pouvoir le prendre comme un mentor. Très bien. Ben, c'est cela, ça? Oui. Les bases qu'il faut poser pour mieux le choisir. Les bases qu'il faut poser pour mieux choisir un mentor, c'est déjà avoir une vision et une ambition. Généralement, contrairement au coach, lorsqu'on fait appel à un mentor, c'est beaucoup plus pour un objectif à long terme. Pas à très court terme, à long terme. C'est-à-dire, dans ma vision prospective, dans ma volonté professionnelle ou spirituelle, j'aimerais atteindre au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tel niveau de personnalité ou de compétence. Je m'adresse à quelqu'un qui a déjà atteint le niveau visé. Pas forcément quelqu'un qui est sur la route, mais quelqu'un qui a déjà atteint le niveau visé. Cela suppose que la personne dispose des ressources nécessaires. Il a déjà capitalisé un certain nombre de choses. Ce dernier peut m'orienter facilement pour avoir traversé la rive. Il peut me donner les astuces, les coins et les recoins, les petits secrets pouvant me permettre de conduire ce bateau à bon port. Très bien. Nous avons un nouvel invité qui a rejoint le plateau. Nous allons l'installer avant de poursuivre notre discussion. Un nouvel invité, oui, mais un invité que vous connaissez très bien, Coach Silo Vieira, bonjour. Brunel Merinade aussi, bonjour. Chers confrères, consoeurs, bonjour. Et mes téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? La pleine forme, toujours. Merci de rejoindre le plateau. C'est un plaisir. Notre invité donc sur le plateau pour parler du mentor, son importance et comment est-ce qu'il faut le choisir justement. Alors, nous avons parlé des bases qu'il faut poser pour pouvoir faire un bon choix de mentor. Néanmoins, nous n'avons pas encore parlé de cette importance. Pourquoi est-ce que réellement, à un moment donné, il faut avoir un coach? Un coach? Et plutôt un mentor. De toute façon, les deux sont liés dans une certaine mesure, même s'il y a des points disparates. Ceci dit, l'être humain est un être de vision. C'est d'ailleurs ça qui nous donne du contenu. Lorsqu'on dit un être humain, nous ne voyons pas le corps. Le corps n'est qu'accessoire, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres dans la composition de l'homme que nous sommes. C'est la vision. La vision, c'est l'idéal, c'est elle qu'on recherche. C'est la destination qu'on veut atteindre. Mais il ne va pas s'agir d'inventer la roue. Avant vous, des gens ont fait ce que vous voulez faire. Oui. Et pour bien faire, puisqu'on est intelligent, de l'intelligence des autres, à un certain moment donné, je mets une pause, je formule ma vision clairement, je connais donc ma destination, et je regarde autour de moi, qui est ce devancier?
Quand je dis dévancier, il peut être moins âgé que moi, il peut être moins diplômé. Nous n'allons pas rentrer dans ces considérations en griffe superficielle. Est-ce qu'il a déjà réalisé ce que je veux atteindre? Est-ce qu'il a déjà fait des pas? Même s'il n'est pas venu à ce niveau que je recherche, que je tutoie, mais est-ce qu'il a au moins fait des pas que je dois inévitablement traverser sur le cheminement de la réalisation de ma vision? Et lorsque je fais cette étude autour de moi, je vois quelqu'un qui a fait des pas, qui a une histoire, et dès lors, je l'adopte. Mais avant, il y a des critères. Je dis bien, il y a des critères. 3 critères fondamentaux. Le premier, c'est l'objectif. Est-ce qu'il a réalisé quelque chose que moi, je veux réaliser? Vous savez, il peut ne pas réaliser le même exploit. Mais pour atteindre moi, ma vision, je dois prendre par là. Donc, il doit venir à un moment T à son niveau d'abord, quitte à le dépasser après. Donc, première chose, l'objectif. Est-ce que l'objectif se rejoint? Est-ce qu'il a déjà concrétisé mon objectif? Deuxième chose, la disponibilité. Et c'est ça qui doit donner toute la différence entre l'idole, le mentor et l'icône. Parce que l'idole, c'est quelqu'un que je vois de loin. Mais le mentor, j'ai accès à lui. Oui. Et lorsqu'on parle de l'accessibilité du mentor, ça peut ne pas être physique. La preuve est que quelqu'un sera béni et vous dira que lui, son mentor est aux États-Unis, et en Allemagne, ou sais-je encore, au Canada, pour ne pas citer que les pays européens, au Burkina Faso. Mais la condition, il faut qu'il y ait une voie d'accès. Parce que dans le mentorat, c'est un processus où vous donnez à quelqu'un, vous le coachez, mais au-delà du coaching, vous lui donnez, il voit ce que vous avez fait. Donc, vous n'êtes pas dans une posture magistrale, vous n'êtes pas dans une posture de celui-là qui vient donner des conseils. Il veut, fort du concret que vous lui avez donné, il veut également atteindre ça. Troisième chose, le changement. Vous savez, il faut ce qu'on appelle le changement. Le changement dans son aspect de 3. Lorsque vous n'êtes pas prêt à accepter le changement, quels que soient les efforts fournis par le mentor, le résultat sera vain. Parce que toute vision crée des bouleversements. Toute vision crée des modifications, pas souvent agréables, mais ça peut être des sacrifices. Mais c'est le prix à payer. Par conséquent, première chose, il faut que nous ayons le même objectif. Deuxième chose, il faut qu'il soit disponible, accessible. Et troisième chose, le changement. Qu'avec lui, je sois sûr, certain que le changement sera au rendez-vous et qu'en conséquence, je sois prêt à consentir le prix qu'il faut. Très bien. Alors, un développement assez clair, je voulais demander à Venceslas Olowo, vous qui peut-être avez aussi une expérience de mentorat, vous avez suivi un peu le développement de Justino Vieira sur la disponibilité, les 3 aspects donc qu'il faut prendre en compte pour pouvoir choisir son mentor. Est-ce que vous avez une réaction à ce sujet? Bien sûr que j'ai une réaction, il ne suffit pas d'être disponible et d'avoir un objectif et accepter un changement pour accepter un mentor. Il faut la compétence, il faut la notoriété. Vous savez, lorsque nous naissons, nous tendons vers. Nous cherchons le mieux-être. Nous cherchons à atteindre un niveau de satisfaction très élevé. La plupart du temps, l'identification du mentor se base sur l'accomplissement. Celui qui est déjà accompli dans le domaine dans lequel je veux m'initier. C'est une forme d'initiation d'une manière ou d'une autre, le mentorat. Et qu'il vous souvienne qu'en politique, qu'en spiritualité, et même dans nos couvents, dans nos religions endogènes, il y a toujours ce système de mentorat, parfois qui s'affilie au tutorat. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne suffit pas de se fixer un objectif pour se lancer. Je voudrais marcher avec ceux qui ont déjà réussi dans ce domaine, les icônes. Autrement, je vais me fixer des objectifs et terminer comme monsieur tout le monde. En parlant d'un exemple palpable de ce que je sais, le mouvement Toastmaster par exemple, il y a des situations qui amènent des gens à accepter, s'engager dans le 3e niveau des besoins de Maslow. Le besoin d'appartenance. Et ce besoin d'appartenance nécessite l'estime de soi, la confiance en soi. Et quand je vais aller dans un tel domaine et je rentre, initialement, avant de rentrer, je n'avais pas un mentor. Une fois je suis dans le mouvement, j'identifie un mentor. Et ce mentor, c'est quoi? Soit celui qui déjà atteint le niveau le plus élevé dans le mouvement, et quand je dis le niveau le plus élevé, ça peut être un niveau de présentation de discours ou encore de poste de leadership. Je vise le plus haut. Et c'est de cela, c'est ce que j'avais à compléter par rapport au développement
De Justino Vieira. De Justino Vieira pour dire qu'il ne suffit pas simplement ces 3 niveaux, il faut au-delà. En tout cas, personnellement, pour moi, il faut aller au-delà de la disponibilité, de la fixation d'un objectif, du changement. Parce que le changement que nous voulons en réalité, ce n'est pas un changement aussi banal. Lorsque vous fixez des objectifs, d'accord, parce que vous voulez être coach d'entreprise ou coach à un certain niveau, et que moi je décide d'être un orateur hors pair ou un président de la République, nos objectifs se rejoignent. Le besoin de pouvoir être au service des autres, qu'on le veuille ou non. Un mentor, un coach est au service d'autres personnes. Il dispose des ressources qu'il veut partager. Mais je ne peux pas, en voulant être président, en voulant être un grand orateur, faire appel à un coach. Très bien. Alors, oui, je sais, oui, coach Aurore. Oui, parce que dans notre environnement, un mentor est souvent difficile à trouver et à côtoyer. Parce que ce n'est pas déjà des postes qui sont payés, qui sont rémunérés. Tu trouves quelqu'un, par exemple, puisque la personne n'est pas rémunérée pour te mentorer, pour t'accompagner, il ne se rend pas disponible comme tu le voudras. Donc, ça veut dire que le mentor, c'est quelqu'un qu'on pourchasse des fois à la limite. C'est quelqu'un qu'on a identifié soi-même. Ce n'est pas la personne qui t'a identifié, mais tu l'as identifié à cause de son accomplissement. Et puis, mais non, tu gères, enfin, des fois, le mentor, c'est le jour où il est disponible que tu essaies de tirer le maximum de lui. Quitte à le revoir à quand, on ne sait pas. Mais c'est quand même quelqu'un qui peut être approchable. Mais non, le mentor, étant donné que voilà, c'est quelqu'un qui a été identifié parce qu'il a accompli une certaine chose, il continue à travailler sur ses objectifs personnels, de sorte qu'il continue quand même à plaire à la majorité. Ça veut dire que lui-même, il est challengé au jour le jour et il a aussi des mentors un peu plus hauts. Ça fait que il faut lui présenter plutôt ton résultat au jour le jour pour qu'il s'intéresse toujours à pouvoir être là et à savoir, voilà, à pouvoir, parce que c'est pas facile de dire, de présenter quelqu'un pour dire, voilà, c'est moi qui suis son mentor, alors que la personne aussi, en 2 ans, je sais pas, en une année, son niveau n'a pas évolué, c'est pas reluisant. Donc, du coup, c'est un travail de longue haleine. Encore qu'il n'est pas là seulement pour vous. Voilà, il n'est pas là seulement pour vous. Voilà. Donc, des fois, il peut écrire des textes que tu vas lire carrément. Ça, là, c'est des mentors. La personne a écrit quelque chose, tu vas lire parce qu'au moins, tu as le contenu de sa pensée dans son texte. Et c'est là, on dit, voilà, j'ai lu telle chose sur vous, ça m'a intéressé et tout. Et c'est là, la personne te découvre, voilà, quelqu'un qui s'intéresse quand même à moi, qui trouve que j'ai fait quand même du chemin. Donc, à la rigueur, c'est celui qui cherche le mentor qui doit identifier ce qu'il veut. Très bien. Est-ce que, je sais que vous mentorez sûrement des personnes dans la vie active, dans la vie professionnelle. Je voudrais dire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un que vous ne voulez pas mentorer? Coach Aurore d'abord. Oui, moi je suis trop axée sur les résultats et sur la disponibilité des gens à pouvoir entendre quand on leur dit un peu. Quand on te dit un peu comment tu prends. Il y a des gens, par exemple, qui viennent, qui apprécient et disent tout ce qu'ils veulent dire là. Et voilà, on essaie de voir un peu quelle est sa vision personnelle. Est-ce qu'il veut être quelqu'un qui est accrochant, qui va me tirer un peu vers l'arrière? Il y a des gens, par exemple, qui veulent juste faire une photo avec moi et je refuse des fois. Ouais. Parce que il y a un niveau d'exigence. Non, il y a un niveau d'exigence qu'on désire soi-même. Et si déjà, en observant quelqu'un, tu peux déjà copier déjà par l'observation. Il y a déjà ce niveau-là. Et maintenant, c'est au vu de l'acceptation de la personne à être mentorée. Il y a des gens, par exemple, il y a un monsieur, je devrais faire une photo avec lui. J'ai dit, ta cravate, il faut que tu me la changes. Il s'est opposé. J'ai dit, celui-là n'est pas encore prêt à changer. Donc, c'est des petits trucs en réalité qu'on essaie de faire. Bon, c'est vrai, à la fin, il a fini par tempérer et puis il est dans la base. Quand on veut avoir quelque chose, il faut être prêt à faire le maximum. Oui, Justino. Merci beaucoup. Je suis vraiment satisfait de la réponse donnée par mon cher ami Wenceslas. Il a juste repris quelque chose que j'ai dit, certainement expliqué. Je reprends. J'ai commencé mes propos en disant le mentor, c'est un devancier. C'est la première expression que j'ai fait sortir. Le mentor, c'est un devancier qui a réalisé des choses et à un moment donné, par vous-même, vous aspirez à une vision pareille ou même peut-être plus
Vous étudiez dans votre environnement et vous dites, voilà quelqu'un qui a déjà fait ce que je veux faire et je l'adopte. Bien sûr. Et dans sa forme objective, qui est le premier critère, il y a 2 aspects. Moi, le mentoré, je me suis fixé cela comme objectif, première chose, mais j'ai vu que lui-même, à un moment donné dans son parcours, ça a été son objectif parce qu'il a atteint. Bien sûr. La réponse est claire et je pense que la clarification est nette. Merci. Ceci dit, lorsque nous parlons du mentor, est-ce qu'on peut choisir, est-ce qu'on peut refuser d'accepter certaines personnes? C'est là votre question. Oui. Bien sûr, parce que c'est un héritage immatériel, c'est un patrimoine immatériel. Lorsqu'on dit que c'est coach Aurore, ma chère consoeur, que j'ai du plaisir à retrouver sur ce plateau, Oui. qui a été le mentor de telle personne, je m'attends à des traits chez cette dernière. Et si je ne vois pas ces traits, ça remet en cause son travail. la compétence, la réputation que je reconnais à ma consoeur. Dès lors, je dis, tu es sûr que c'est coach Aurore qui est ton mentor? Il me dira, mais alors là, soit tu as été un mauvais mentoré, ou c'est peut-être elle. Puisqu'on n'a pas mis tout le temps sur les autres, c'est peut-être qu'il n'était pas dans sa bonne forme dans ce mentorat. Oui. Peut-être, mais je lui reconnais déjà une certaine compétence, une certaine base. C'est pour ça il peut arriver que vous refusez des cas de mentorat. Mais au-delà, le mentor lui-même peut refuser, peut mettre fin à un processus de mentorat. Parce que dans les 3 phases du mentorat, à savoir le commencement, nous allons venir sur les différents éléments. À un moment donné, il y a le dénouement. Ça veut dire que le mentor n'est pas présent toute la vie. Parce qu'à un moment donné, il risque, et c'est l'inconvénient du mentorat, il risque de perdre son identité et de parler comme son mentor si c'est sur le volet oratoire qu'il veut adopter, ou bien de s'habiller comme son mentor. Qui fasse du copier-coller en tout point de vue. Mais le mentor veut juste montrer la voie et à un moment donné, lui se retirer pour donner la voie à l'autre de passer. Et même quand nous avons fait une certaine analyse, assemblage entre le coaching et le mentorat, un travail scientifique que j'ai fait dans mon ouvrage La science du coaching, où j'ai démontré les liens et les divergences. Le coach peut être un mentor. Bien sûr, le coach peut être un mentor parce qu'à la base, qui appelle ton coach? Le coach, voilà quelqu'un qui dispose d'une certaine compétence et des outils. Donc, c'est lui, il est plus dans la stratégie. D'accord. Mais à la différence du mentor, le mentor a fait des œuvres concrètes. Mais le coach lui-même a un parcours. Et dès lors qu'on voit que ma vision s'inscrit dans les réalisations, je pense bien au moins dans les réalisations du coach, on peut être mon coach et en même temps mon mentor. Pour reprendre juste pour exemple le programme Semicity, ou quand vous venez dans le programme, on vous donne un mentor. Mais pourtant, ce sont des coachs à la base. Et alors? Très bien. Oui, mais c'est cela. Oui, je ne voudrais pas revenir en arrière d'abord parce qu'en réalité, on va évoluer. Nous sommes amenés à se compléter et à mettre un peu plus de la lumière dans ce que nous disons. Pour ma part, personnellement, le mentor, c'est celui-là qui fonctionne sans pression. C'est un catalyseur, c'est un amplificateur. C'est quelqu'un qui accepte le niveau de son protégé ou de son mentoré, essaie d'identifier les qualités, les potentiels de ce dernier et travaille sur ce potentiel suivant le besoin exprimé par le protégé. Il prend le temps, il utilise la sagesse et le plus important de tout ça, c'est que Brunel, le protégé ne doit pas toucher le comportement, la vie, l'ensemble des actions ou le reflet que le protégé a dans la société ne doit pas toucher l'image du mentor. Raison pour laquelle parfois, il y a des personnes, lorsque vous faites une conférence, lorsque vous intervenez en public, séduits tout de suite par le caractère instinctif, c'est-à-dire l'émotivité qu'il a en présence de cette communication, décide de travailler avec vous. Vous devez prendre le temps d'étudier le personnage, la personnalité et voir qu'est-ce que ce dernier incarne d'abord et quelle est la finalité de son besoin. Si le besoin n'est que paraître, là il se pose un problème. D'où je reviens sur la notion de coach et de mentor. Je n'ai jamais dit qu'un coach ne veut pas être un mentor. Non, pas du tout. Mais j'ai parlé des objectifs spécifiques qui caractérisent le coach et le mentor. Le coach, tout naturellement, est spécifique. Il vient résoudre un problème précis.
Tu as un problème, il vient en un temps record et suivant des recommandations ou des statistiques, des directives, il te dit, voilà, si tu veux atteindre tel objectif, voilà ce qu'il faut faire, voilà le temps qu'il faut. Et c'est empirique, on peut le prouver. Mais lorsque tu as affaire à un mentor, il te donne le temps nécessaire d'appréhender le fond et la forme, la profondeur, ou encore ce que lui a coûté telle ou telle notion aujourd'hui que tu vois, ou aptitude que tu vois en lui, et que tu désires avoir. Qu'est-ce qu'il faut, le prix à payer, à l'appréhender? Cela nécessite du temps, de la sagesse et de la patience. Et je vais plus loin. Il faut une perspective informée. Il ne suffit pas juste d'identifier, de voir quelqu'un faire une prestation et décider de travailler avec la personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de garçons de course qui s'estiment être protégés parce que n'ayant pas un objectif clair sous un mentor, ils sont obligés d'être aux petits soins, en train de satisfaire les besoins du mentor à tout moment. Moi, personnellement, pour les organisations que j'ai fréquentées, et même parfois avec mes étudiants, au début de l'année, il faut identifier l'aboutissement. Il faut identifier les objectifs à atteindre au bout d'un certain temps. Et lorsque tu es un mentor et que ton mentoré n'est pas capable, au bout d'un certain temps, d'identifier et de te donner un plan de progression dans le domaine de façon claire et précise, il faut arrêter la collaboration avec ce dernier. Auquel cas, tu vas perdre ton temps, car le temps, c'est de l'argent. Et lorsque vous décidez, pas forcément de cloner votre personnage, parce que tout à l'heure, Justino disait qu'il faut que le protégé incarne, qu'on le veuille ou non, des aptitudes ou des qualités physiques ou non physiques que reflète son mentor. Parlant de Aurore, du coach Aurore. Donc, c'est comme pour vous dire qu'avec le temps, il faut évaluer sur le parcours si votre protégé est calibré, son orientation, sa vision, ses actions, l'évolution de sa formation va de pair avec vos valeurs. On ne peut pas avoir un protégé et un mentor sans valeurs communes. Tout se base sur les valeurs. Et ces valeurs, contrairement à ce que nous disons au départ, on dit mais voilà mes valeurs. Non, vous ne dites pas. Le tigre ne déclare pas sa tigritude. C'est dans l'action, c'est dans l'œuvre qu'on vous identifie comme un repère. Mais ce n'est pas à vous de dire et de crier partout « Je suis un repère ». C'est dans les œuvres qu'on le voit. Merci, Venceslas Olo. D'abord, nous allons parler à présent du travail même du mentorat. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous détectez celui-là et que vous êtes entendu sur le principe donc de collaborer ensemble pour un aboutissement, pour atteindre certains objectifs, quelle est la première étape? Quels sont les éléments sur lesquels on travaille, Justino? Merci. Votre question m'amène à présenter les 3 phases d'un processus de mentorat. Les 3 phases d'un processus de mentorat sont les suivantes. D'abord, vous avez le commencement. Oui. Première chose, je vais revenir de façon plus détaillée sur chacun de ces premiers détails. Je les énumère comme ça. Bien sûr. Vous avez le déroulement et enfin vous avez le dénouement. Le commencement, c'est un peu la prise de contact. Et dans cette prise de contact, cela présente d'abord les intérêts. Ah, monsieur, madame, j'ai eu le temps de vous observer, voilà, je me présente à vous, c'est ce que je veux. À un moment donné, je vous ai choisi parce que. Et ça, c'est la prise de contact. Le mentor également répond. Soit il peut faire un bon accueil, comme il peut rejeter. On l'a déjà expliqué, il ne va pas essayer de revenir là-dessus. Oui, je m'engage, mais voici mes conditions, voilà ma disponibilité, ainsi de suite. Donc, la prise de contact prépare au déroulement. Vous connaissez les conditions, les bases et les contextes dans lesquels le travail sera fait. Première chose. Deuxième chose, le déroulement. Le déroulement ne sert juste qu'une mise en application du plan retenu dans la phase de commencement. Parce que la phase de commencement vous a permis de planifier, de vous entendre sur... je ne parle pas de contrat, mais même oui, on peut bien le dire, puis il s'agit d'un contrat. Donc, la mise en exécution du plan retenu dans la phase de commencement. Et c'est tellement profond parce que tout se passe dans le déroulement.
l'évaluation à mi-niveau, l'acceptation, le changement, comment est-ce que le mentoré accepte le changement, et enfin le dénouement. À terme, le but du mentorat, ce n'est pas que le mentoré devienne exactement comme le mentor, parce que tout être humain a son identité, a son unicité. Oui. Et par conséquent, le mentor ne doit pas perdre de vue qu'il est dans une posture, il a en face de lui quelqu'un qui a eu le temps de le suivre et qui veut réaliser des exploits, qui veut réaliser des choses que lui-même il avait à faire à un moment donné. Donc il vient dans ça, aidez-moi, suivez-moi. Alors, lorsque vous évaluez et vous voyez que le processus, les résultats escomptés ou bien espérés ne sont pas au rendez-vous, vous pouvez prolonger le mentorat ou au besoin faire appel à d'autres mentors. Parce que le mentor même a son univers. Il a ses collègues, il a des gens avec qui il a fait ce chemin, ce parcours. Donc à un moment donné, il peut dire, pour la deuxième phase, mais pour la suite, je t'envoie avec X ou Y. Dis-lui que tu es venu de ma part, ou bien échange avec lui, ne serait que pendant ça se passe. Moi, je vous donne un exemple pratique. Lorsque vous avez des coachs en face de vous, que vous formez, Oui. à un moment donné, pour la diversité de la connaissance de la culture, vous les envoyez vers d'autres confrères, vous dites, et vous appelez en avant, vous dites, allez chez d'autres, faites une semaine ou bien échanger avec lui pendant 2 ou 3 séances. Très bien. Tout ça rentre dans la polyvalence et ça permet au mentoré de ne pas voir son mentor comme un idole, un demi-dieu. C'est de lui que je veux tout apprendre parce qu'il a sa propre identité et il ne doit pas s'en débarrasser. Donc voilà les 3 phases pour me résumer. Phase de commencement, déroulement et dénouement. Très bien. Coach Aurore. Oui, bon, si je vais parler, c'est dit vraiment, c'est vrai, c'est quelqu'un qu'on a identifié qui est dans son activité déjà. Mais non, la prise de contact, c'est vrai, c'est important. Ça permet d'identifier quelle est la vision de l'autre. Parce que on peut voir quelqu'un sans savoir exactement quelle a été ou quelles sont ses visions, quelles sont ses perspectives. Ça, c'est des questions simples que moi, j'aime bien poser à tout contact que je rencontre d'abord. Donc, le fait déjà de commencer par se découvrir quelle est ta vision et toi, voilà, quelles sont tes perspectives d'ici 5 ans, 10 ans, quel est ton plus grand rêve. Ça permet de savoir déjà s'il y a une similitude entre ce que l'autre pense et ce qu'on pense soi-même. Et maintenant, on essaie de sculpter parce que, en réalité, le mentor, c'est pas celui qui étale un peu ses faits parce que, aussi, le jour où on commence pas à étaler trop ce qu'on a réalisé, on commence pas à perdre de l'altitude. Donc, c'est quelqu'un, généralement, qui dit non, moi, je n'ai encore rien fait, Des histoires comme ça, mais ça prouve déjà qu'il a une certaine humilité et qu'il veut déjà aller loin. Il veut toujours lui-même aller loin. Et ça permet à celui-là qui, quand même, s'approche d'un tel individu de savoir que voilà, moi-même, je désire aller loin. Et si quelqu'un à celui-là, à ce niveau, se dit qu'il veut toujours aller loin, c'est que j'ai de la matière moi-même à donner des défis pour aller loin. Maintenant, l'autre chose, c'est de pouvoir accepter que le mentor puisse vraiment identifier les faiblesses, c'est-à-dire de ne pas cacher ses faiblesses. Généralement, quand on échange avec quelqu'un et qu'on ne l'a pas accepté comme un mentor, on fait l'effort de cacher un peu ses faiblesses ou ses petites timidités qu'on sort là. Or, l'autre observe et ça sert un peu. Si celui-là veut s'ouvrir ou bien il veut pas s'ouvrir, il sait parce que avant de suivre quelqu'un en tant que mentor, il faut être ouvert, il faut réussir à s'ouvrir, avoir cette capacité d'écouter aussi, d'échanger et de dire un peu, voilà, ça, je n'ai pas réussi, pour que l'autre puisse te dire, oui, tu as réussi quand même, tu peux encore aller loin. Donc, il y a ces échanges-là. Maintenant, l'autre truc que je vois, c'est que le mentor, c'est celui, quand il gagne assez de confiance en toi, peut commencer par te mettre au contact de son propre réseau. Parce que c'est comme une acceptation dans un groupement. Et c'est lui maintenant qui t'introduit dans ce groupe-là. Et il sait que c'est le temps. Et ça, ce n'est pas en une année. C'est pourquoi on parle de la différence entre le coach et puis le mentor. Oui. Le mentor, ça peut faire 5 ans avec toi avant de te donner un contact d'un de ces réseaux parce que lui-même il n'est pas aussi non, il veut être sûr qu'en te présentant il veut être fier pour que les autres ne disent pas attends celui-là aussi c'est ton ami, tu l'as piqué ou dans tout ça. Donc ça peut c'est là le truc de la patience que celui-là qui est mentoré doit avoir pour dire non, il ne parle pas, il ne me donne aucun contact. Des fois tu peux lui parler d'une situation et puis il se tait, il se calme, il te dit rien. Mais quand tu réussis maintenant à réussir cette situation
situation, à gérer cette situation, et tu lui fais le report de cela, il peut découvrir que non, mais attention, il a pu y arriver, donc il est passé à l'étape 2 et je peux lui filer un tel contact. Et il veut avoir de cette confiance-là que lorsqu'il va t'introduire dans son réseau, tu ne vas pas commencer par faire demande, je veux, des trucs comme ça, à s'accrocher pour le ronir lui-même. Parce que, en fait, le mentoré, c'est celui qui apprend à être suffisant lui-même. C'est pas celui qui est dépendant. Parce qu'à un moment donné, ce sont ces contacts-là, la manière dont on t'introduit dans ce contact, qui t'amène aussi à voir, observer et à grandir. Voilà. Merci pour ces éléments donc, que vous apportez au développement de Justino Vieira qui nous parle du commencement, du déroulement et du dénouement. Venceslas. Oui, je suis très content de ce plateau et des éléments complémentaires qui viennent de part et d'autre. Merci. Pour moi, il y a 3 niveaux de mentorat. Et je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté ces 3 niveaux, à savoir le mentor en présentiel. Lorsque je suis rentré à Toastmaster, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui incarnaient certaines valeurs. Des valeurs que je voudrais bien avoir, mais je n'ai jamais eu la chance d'être en contact avec des personnes disposant de ces valeurs. Tout de suite, je me suis approché de cette dernière. Les consultants jetaient le nom pour n'avoir pas pris son autorisation. Oui, bien sûr. Et là, ce mentor a commencé par mettre la distance pour un début. Ça, c'est la première phase. À la prise de contact, le mentor doit auditer son protégé pour voir son niveau, ses besoins, ses aspirations et la portée de la vision que ce dernier exprime. Et après cela, nous avons eu des entretiens. Les entretiens n'étaient pas spécifiques, mais c'est des échanges où vous êtes là, vous parlez de tout et de rien, vous regardez la télé, des sujets mondains, des sujets de toutes parts. Mais qui permettent d'analyser, de qui vous permet analyser. d'auditer le type de personnage en face. Parce que lorsque les types de personnages ne sont pas compatibles, le fonctionnement du mentor et du protégé pose des problèmes d'incompréhension, d'acceptation des notions, même si les deux ont la volonté, l'autre de donner et en face de recevoir. Mais les types de personnages posent problème. D'où il faut l'ajustement. C'est-à-dire, il faut ajuster le besoin du protégé en fonction du mentor. Et là, cela nécessite des échanges. Lorsque tu souhaites que je t'apporte ma valeur ajoutée, mais mon expérience dans tel domaine, je pense que tu dois corriger ceci d'abord, qui n'a pas rapport à moi. Il va falloir que tu corriges tel aspect avant de revenir vers moi. Ce qui a été le cas. Tout de suite, j'ai été responsable et ça a marché. J'ai commencé par regarder 2 choses. La première, le domaine dans lequel le processus de mentorat évolue, à savoir l'art de prise de parole en public et l'exercice du leadership. Le second, je m'intéresse à la vie privée de ces dernières. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de génération spontanée. C'est l'ensemble de processus d'éducation, de connaissance des difficultés, des expériences de ces dernières qui l'ont amené là où je l'ai vu et cela m'a plu. J'ai commencé par apprendre. Et à chaque fois, ce que j'ai aimé, c'est que mon mentor ne me donnait pas de directives, mais me confiait des responsabilités avec des difficultés de plus en plus élevées. Et à chaque fois, quand j'échoue et je garde le silence, mais il ne dit rien. Mais quand j'échoue, je viens vers lui, il dit, en réalité, c'était l'exercice, t'amener à communiquer. Tu ne peux pas vouloir quelque chose de moi sans savoir communiquer avec moi. D'où la communication est un élément essentiel dans toute forme de collaboration, qui plus est dans le mentorat. Troisième niveau, pour ce qui est du mentorat en présentiel, c'est la revue, le suivi et l'évaluation. À chaque fois, il ne revient pas au protégé de revenir sur ses besoins, mais il revient au mentor de revenir sur les objectifs fixés il y a 1 an, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Où en es-tu? Ça, c'est le suivi. Ensuite, il revient sur l'évaluation. J'ai passé tel nombre d'années avec toi et je me suis rendu compte que nous n'avons pas bougé d'un iota. Ta capacité d'assimilation ou ma capacité à t'apporter une valeur ajoutée commence par poser un problème pour moi.
Parce que le mentor ne doit pas remettre en cause le protégé, mais il doit se remettre en cause parce qu'en réalité, il dispose de tout ce qu'il faut pour transmettre la connaissance, mais il a des objectifs lui-même dans le temps. J'ai beaucoup de protégés actuellement dans le mouvement et tous les jours que Dieu fait, du point de vue professionnel, même dans la vie active, même mes anciens étudiants, lorsque vous avez quelque chose de plus que les gens admirent, ils s'approchent toujours vers vous. Ils vous demandent poliment, ah, je vais être votre ami. Quand quelqu'un vous dit, un étudiant s'approche de son professeur et dit, je vais être votre ami, ce n'est pas de l'amitié. C'est du mentorat. C'est aussi simple que cela. Il a vu des valeurs qu'il a plu et il veut copier. Je parle du mentorat virtuel qui, aujourd'hui, je peux avoir un grand orateur comme mentor. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais je vais prendre contact avec ce dernier. Et la prise de contact est toujours nécessaire dans ce cas. C'est-à-dire, j'exprime le besoin de collaborer d'abord. Dans cette collaboration, je crée une habitude de communication. Et dans cette habitude de communication, je lis l'ouverture de mon mentor. Et dans cette ouverture, je pose mon problème. Je veux. Et l'autre me pose ses conditions d'apprentissage. Et je m'engage à faire le travail. Et là également, il y a l'identification des besoins au départ et l'ajustement, parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'un protégé veut tout de suite me ressembler qu'il peut le faire. Peut-être qu'il dépasse déjà mon niveau dans le domaine sans le savoir. C'est à moi de lui faire découvrir son potentiel. Et il est arrivé des cas où aujourd'hui, j'ai travaillé avec des protégés qui gagnent 2 fois mon salaire. Or, au départ, ce dernier n'avait rien du tout. Mais avec le temps, avec les choix successifs, avec la lumière sur son potentiel, ses compétences en termes de communication intellectuelle, en termes d'approche, parce qu'il a le contact très facile et il a un niveau de serviabilité très évolué. Alors, j'aborde le 3e niveau, c'est les mentors silencieux. C'est-à-dire, dans la communauté, j'identifie quelqu'un, je ne peux pas prendre contact avec la personne parce qu'il n'y a aucune chance que je sois en face de la personne. Alors, je le choisis comme mentor quand même. Qu'est-ce que je fais? Je commence par chercher la vie de ce dernier, son parcours, je lis. Comment il a évolué pour pouvoir... J'essaye de m'approprier les expériences et ces partages d'expériences. Et là, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus de revue, il n'y a pas d'évaluation, mais on fait ce qu'on appelle le test de satisfaction. J'ai des amis qui constituent désormais, pour moi, ceux-là qui vont évaluer mon progrès. Ah, mon gars, la dernière fois, j'ai fait une présentation, ou du moins, si j'ai été président, comment tu as vu ma gestion? Or, moi, mon mentor, c'est un mentor silencieux. Peut-être c'est Barack Obama, peut-être c'est le président Talon. Et je l'ai identifié, mais je n'ai pas de contact avec lui. Mais c'est mon mentor, puisque je l'ai adopté déjà comme mentor, et j'essaye d'apprendre de ses pratiques. C'est une forme de mentorat, mais cette fois-ci, c'est une perspective non informée. Le mentor ne sait pas que tu es son protégé, mais tu le suis de très près. Je le fais. Professionnellement, je l'ai fait à plusieurs reprises. Actuellement, j'ai 2 mentors silencieux. Nous nous côtoyons tous les jours. Ils ne savent rien de ce que j'apprends d'eux. Mais à chaque prise de parole, à chaque opération, j'essaie de m'informer pour essayer d'apprendre de ces derniers. Merci pour ce développement. Je sais que Justino veut réagir. Néanmoins, c'est vrai que Venceslas Solo nous a parlé un peu de son expérience de mentor, mais également de mentorer aussi, pourquoi pas. Et ça me fait demander qui vous a mentoré, vous? Je reprends les mots de mon cher ami Venceslas qui partageait tout à l'heure son plaisir sur la qualité du plateau. On parlera d'une complémentarité très, très qualitative. J'en suis fier, cher ami. Vous savez, lorsque nous parlons du mentorat, il parlait dans son exemple, il disait qu'au départ, son mentor était un peu distant. Je dirais, moi, dans mon cas, mon mentor me mettait à l'épreuve. Je vais vous le dire. Moi, il y a beaucoup de mentors selon le domaine. Bien sûr, je suis de ceux qui pensent que sur la vie conjugale, tu dois avoir un mentor. Sur la communication, tu dois avoir un mentor. En termes de vie professionnelle, ainsi de suite, même vie spirituelle, tu dois avoir un mentor. Bref. Le doyen Jérôme Carlos, puisque je peux le dire, c'est une manière de lui rendre hommage, qui est un de mes mentors. Et à mes tout débuts avec lui, ce qui pouvait me faire facilement, je donne un exemple. Je vais organiser, j'ai besoin d'un contact, d'une adresse. Il a l'adresse dans son portable. Et il dit,
va le chercher dans la nature. Et D'accord. dès que tu le verras, dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Mais je ne te donne ni son adresse, ni son téléphone. Mais tant est que si tu veux le rencontrer, va le chercher. Et lorsque tu parviendras à le rencontrer, dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Il me met à l'épreuve pour voir jusqu'à quel niveau, jusqu'à quelle est ma capacité, ma détermination. C'est facile de dire, je veux vous ressembler. Mais les gens n'ont pas idée du travail qui se fait derrière. Oui. C'est un peu comme un pasteur. Moi, j'aime donner les noms. Le pasteur Raoult Afon, que j'ai du plaisir à suivre, qui n'est pas pour moi un mentor, mais un modèle. Ce que mon cher ami Wenceslas a appelé le mentor silencieux. Je ne veux pas refuter sa position, mais je la rends discutable. Parce que lorsque je n'ai pas interaction avec le mentor, alors que lui-même disait un peu plus tôt qu'on doit créer, puis j'ai noté, une habitude de communication. Alors que dans le cas du mentorat silencieux, je ne vois pas l'aspect communication, je préfère parler de modèle. Il est un modèle. Par conséquent, si je n'ai pas accès à la personne, je dis assez pas physiquement, même si c'est en ligne, même si c'est de façon virtuelle, c'est déjà un accès. C'est déjà un accès. Ce n'est pas qu'on doit se voir, mais il doit pouvoir me suivre, puisqu'on a parlé de l'évaluation. Donc, moi, je l'appelle modèle, qui dit, les gens me suivent à la télé, il parle bien, je veux devenir aussi pasteur. Mais quand vous rentrez dans le pastorat et vous vous contentez juste de ce que vous voyez, vous allez échouer et vous allez même perdre votre vie. Ça veut dire qu'il faut voir, je veux le ressembler. Mais est-ce que je suis prêt à faire le travail derrière, le travail qui est derrière le rideau? Puis ça, ce n'est pas dans le front-off. Pas du tout. C'est dans le back-office. On ne voit pas tout ça. Donc, par cet exercice auquel me soumettait mon cher mentor, le doyen Jérôme Carlos, il voulait voir mon degré d'attachement, mon degré de détermination. Et je le lui ai montré. Et profondément, d'autres exercices en sont suivis. Très bien. Pour dire, ça diffère d'un mentor à un autre. Mais dans le même cas, vous pouvez être dans des organisations où, de fait, on vous attribue un mentor. Et mon cher ami a parlé de son club Toastmaster. Moi, je suis du Rotary. Lorsque vous venez au Rotary, vous avez en griffe un mentor présumé, qui est votre parent. Mais dans le fait de l'action, vous-même, vous voyez, vous vous attachez à quelqu'un d'autre. Et vous, finalement, celui qui, a priori, de façon peut-être formelle, doit être votre mentor. Finalement, vous vous attachez à quelqu'un d'autre parce que l'autre n'a pas convaincu. Pas qu'il a démérité, mais peut-être qu'il n'a pas convaincu. Donc, dans ce cas, vous pouvez avoir des mentors de fait. De fait, mais vous travaillez avec quelqu'un. Vous travaillez avec quelqu'un d'autre qui régulièrement vous apporte parce que, comme il a dit, j'ai vu le résultat. Ça me touche et je préfère adopter ce dernier. Mais troisième cas de figure qu'il faut également soulever pour apporter de la lumière à nos téléspectateurs, c'est le mentorat sur le fait d'un arrêté sur le coup de tête. Je donne un exemple. Lorsque, pour les cas d'investiture, ou bien pour l'investiture, je prends le cas des États-Unis. Voilà, en un temps record, le président, déjà depuis décembre, il est connu. Ou décembre ou novembre, le président des États-Unis, en tout cas 3 mois à l'avance, il est connu. Mais il va au couvent. Un peu comme dans notre tradition, le roi, enfant, dit « Hey, Yokodoro ». Vous comprenez? Donc, il va à la retraite. Mais dans ce cas précis, on lui a fait des mentors. On lui apprend comment parler, comment faire. Et parfois, pour que ça ne soit pas de simples coachs, des gens qui l'ont précédé dans la fonction. Pour l'aider. Avant qu'il ne prenne. Et là, c'est sur une courte durée, ça ne sera pas sur le long terme, comme le principe l'aurait quand même voulu pour le mentorat. Très bien. Et vous, coach Aurore? Oui, moi aussi, j'ai eu l'opportunité de côtoyer un mentor. Enfin, c'est vrai, j'en ai beaucoup dans chaque domaine, mais le domaine qui m'a beaucoup rehaussé, c'est le domaine de l'organisation des événements. Il y a eu une année, j'ai rencontré un monsieur, qui est dans l'organisation des événements de manière internationale. Il s'appelle Mamadou Diallo. C'est le PDG de Serio Mag. Voilà, c'est pas pour faire la publicité. Mais c'est pour dire que la qualité des événements qu'il organisait de par le monde m'avait sidéré. Et c'est là, un jour, j'étais allée vers lui, et j'ai voulu échanger avec lui. C'est vrai, au départ, il me dit, oh, c'est toi qui es le coach, je ne suis pas ton mentor. Mais je trouvais en lui cette humilité que je recherchais, que je ne trouvais pas, par exemple, dans la vie de beaucoup de personnes qui se sont réalisées. Et je me suis dit, voilà, il y a une certaine similitude dans la vie de cette personne. C'est vrai qu'il n'était pas au départ très disposé, mais quand même, j'essayais de regarder, parce que tant qu'il avance,
il fallait que j'avance aussi pour qu'il soit fier de moi. Et je me rappelle, on a fait plus de 3 ans avant qu'il me dise, oh, arrête, tu m'as dépassé là. Parce que je lui disais chaque fois, ralentis un peu, je veux atteindre ton niveau. Et puis il me dit, attends, je n'ai rien fait. Tu vois, c'est des choses qu'on arrive à identifier dans la vie d'une personne qui nous amène à pouvoir être mentoré ou savoir. Maintenant, à un moment donné, il faut avouer que le mentor n'est pas ou ne sera pas là tout le temps. Lorsqu'un oiseau grandit dans une cage, il arrivera un moment où les ailes de l'oiseau vont pousser et l'aiglon deviendra aussi un aigle et pourra avancer. Parce qu'il y a la rupture qui peut arriver dans toute relation de mentoré et de mentor. Et il ne faut pas que cette relation, lorsque ça s'arrête, que cette relation crée une certaine dépendance, parce que c'est ce qui arrive la plupart du temps. Lorsque, par exemple, moi, je mentore des gens qui veulent tout le temps que je sois tout le temps là, dans des petits détails, des fois, moi, personnellement, ça me saoule. Parce que je me dis, non, mais je réalise que tu es arrivé déjà à un certain niveau où tu peux prendre aussi des responsabilités et tu peux décider. Et c'est au vu de ça que tu sauras toi-même te mesurer pour savoir que voilà, j'ai grandi. Parce que le mentor, c'est celui qui, à un moment donné, aussi a su comment affronter les chocs, affronter les difficultés, affronter même le silence des autres. Parce que si un mentor, par exemple, coupe tout et décide d'être un mentor muet, c'est-à-dire le mentor qui échange, qui est ouvert, à un moment donné, peut décider d'être un mentor muet pour voir si tu as grandi ou pas, si tu vas arrêter. Maintenant, si le mentor devient muet et que toi aussi tu t'arrêtes, là, ça veut dire qu'en réalité, le mentorat n'a pas grandi. Et le travail qui a été fait sur lui sur des années n'a pas porté son fruit. Parce qu'il peut arriver que le mentor décède. Si le gars décède, enfin, celui qui est adulé, idolâtré et tout, décède, qu'est-ce que tu vas devenir? Il faut pouvoir quand même aller un peu plus au-delà. Et c'est là aujourd'hui, nous avons cette opportunité avec les écrits des gens. Nous avons des livres, nous avons des partages sur des plateformes. Nous avons par exemple des écrits sur Facebook, des trucs sur Wikimedia ou tout ce qu'on a, que les gens arrivent quand même à écrire. Ça permet d'avoir un accès à la personne. Mais non, généralement, quand on a un mentor auquel on n'a pas accès, ce que moi je fais, c'est d'accumuler en tout cas des trucs et à un moment donné d'écrire et de faire un hommage sur ma page et de le taguer. Parce que quand tu as suivi quelqu'un muet, il ne t'a jamais parlé, maintenant tu réalises quelque chose à une certaine hauteur et tu le tagues régulièrement. Maintenant, il va finir par te récupérer une bosse où tu cherches son lien LinkedIn ou je ne sais pas où. Il finit par réaliser. D'attirer son attention. D'attirer son attention. Il va dire voilà, merci. Parce que tout le monde en réalité a envie d'avoir un mentoré. Quelqu'un quand même qui limite quelque part. Et ça fait un petit honneur. Et il dit voilà, merci beaucoup pour l'opportunité et ainsi de suite. Je vous propose, chers invités, vous voulez réagir, de marquer une petite pause avant de poursuivre. Voilà, nous poursuivons notre plateau sur le mentor. Nous avons parlé de long en large, de comment se déroule ce mentorat-là, la relation, justement, mais dans quelle posture, quel est le comportement que doit avoir le mentoré, parce que de toute façon, c'est un acteur de cette relation. Venceslas. Oui, le protégé a un devoir de position d'apprenant. Qu'on le veuille ou non, c'est un savoir. C'est une connaissance, c'est un savoir-faire, savoir-être et il doit pouvoir se mettre dans les dispositions qu'il faut. Et ces dispositions, pour moi, il y a la flexibilité avec le désir, une volonté d'apprendre. Ensuite, il doit chercher à atteindre des objectifs et surtout surmonter des obstacles. Parce qu'en réalité, ce qui bloque la majorité des gens, ce sont les obstacles. Ce n'est pas forcément l'atteinte des objectifs. Parfois même, pas plus tard qu'hier, on était à Lomé, je disais, vous ne pouvez intervenir, vous ne pouvez vous exprimer et vous ne pouvez donner un point de vue sur la base de votre base de données. Et votre base de données est dans la tête. L'ensemble des connaissances, ce que vous avez appris, l'ensemble des réalités que vous avez acceptées constitue pour vous votre réalité du monde. Et le protégé doit pouvoir remettre en cause, exprimer le besoin de mise à jour de cette base de données. Spécifiquement dans un domaine, il doit être désireux d'envisager de nouvelles défis et des suggestions. Pour ma part, il y a l'ouverture aux commentaires. L'ego et un estime de soi surdimensionné empêche certaines personnes d'accepter
à deux des observations, des critiques constructives et il s'expose devant des milliers de personnes avec des lacunes. Il faut également être prêt à demander des conseils, à accepter à ce qu'on vous pose des questions, même au-delà du domaine dans lequel vous souhaitez être mentoré. Il faut être respectueux du temps et des limites. Ça, c'est un aspect très important, car j'ai eu un mentor silencieux qui est très impatient. Tout son problème, c'est la finalité. Il dit ceci: je t'ai donné l'opportunité d'expérimenter quelque chose. Tu dois, tout travaux cessant, en respectant mon temps, m'amener un résultat au lieu de chaque fois venir me poser des questions sur ce que tu dois faire. Si je dois être là pour te dire ce que tu dois faire chaque fois, ça veut dire que je n'ai plus ma place. Le minimum, c'est de réfléchir sur la finalité. Et c'est la finalité qui oriente la façon dont tu vas me présenter ton résultat. J'ai eu ce problème avec lui 2 ou 3 fois. 4e fois, tout ce qu'il me demande, je fais 2 exemplaires. Je fais toujours au-delà de ce qu'il demande. Et je suis devenu, au bout d'1 an, celui-là, quand il demande un fichier, il dit, mets ça en forme avant de m'envoyer. 2 niveaux. J'ai passé 1 année dans l'autocontrôle, par exemple. Au départ, je ne savais pas ce qu'on appelle l'autocontrôle. Ce mentor silencieux était devant moi. Il ne savait pas que je l'ai pris comme mentor, mais à chaque fois, je vais vers lui pour lui poser des questions. Parce que si je lui demande, il allait refuser. Alors, il m'éprouve à chaque instant. Quand il a parlé de l'autocontrôle, j'ai passé toute une journée à me documenter sur l'autocontrôle. Et désormais, je viens vers lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand tu lui donnes un document, il fait le triangle, il prend 2, 3 aspects qu'il vérifie. Et j'ai commencé par le faire. Je vous jure que ça a marché. Donc, il faut accepter, respecter le temps du mentor, car il n'a pas le temps pour faire les choses comme toi. Mais c'est à toi d'adapter ta capacité, ta rapidité à faire les choses selon lui, son temps. Et pour finir, il faut avoir la notion de responsabilité. La notion de responsabilité, c'est quoi en réalité? Dans ce contexte, c'est d'accepter la vision de l'autre à partir du moment où vous l'avez choisi comme mentor dans votre domaine. Très bien. Merci, Wenceslas. Justine. Merci beaucoup. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Wenceslas a dit. Cependant, je vais insister sur 2 aspects. Oui. Première chose, être enseignable. Le mentorer, selon moi, le premier critère, la première qualité que le mentor doit avoir, c'est avoir un degré d'enseignabilité élevé. Être enseignable. C'est quoi être enseignable? Se mettre d'abord dans la posture de l'élève. Il faut accepter. Vous savez, le début de toute relation, il faut d'abord accepter sa position. Je suis un élève. Et tous les états vont avec. Tous les états. L'état d'humilité, l'état de respect, l'état de la ponctualité. Tous ces états vont avec. Je suis un élève. Donc, première chose, accepter sa position, son état, sa casquette dans la relation du mentorat. Deuxième chose, toujours lorsque je prends le degré d'enseignabilité, où je dis être enseignable, il faut pouvoir accepter l'information. Vous savez, il y a une différence entre j'ai l'information et j'accepte. Je peux avoir l'information, mon mentor peut me donner l'information. Mais si je n'accepte pas, peut-être parce que ma culture rejette ça, peut-être parce que dans mes expériences d'avant, dans mon parcours, j'ai des préjugés, ce que nous appelons les informations remourées. Je n'accepte pas. Donc le mentor me donne l'information, mais je refuse d'accepter l'information. Autant mieux rebondir sur cette connaissance, sur cette information qu'il me donne, pour qu'il me donne tous les contours, pour que je puisse maintenant me l'approprier. Là, c'est le degré d'enseignabilité. Oui. Troisième chose, accepter le changement. Accepter le changement. Lorsque nous disons accepter le changement, a priori, on pense au prix. Oui, c'est vrai. Le prix sous sa forme pécuniaire, le prix sous sa forme matérielle, le prix sous sa forme également émotionnelle. Et ça nous amène au deuxième aspect que je voulais évoquer. Je voulais dire de deux choses oui. Et degré d'enseignabilité. Mais deuxième chose, le bouleversement. Le bouleversement qui crée le rejet. Le bouleversement qui crée beaucoup de victimes parce que dans la mesure, lorsque mon mentor me dit tu as trop d'amis, je donne un exemple. Mon mentor me dit tu as trop d'amis. Et à partir de ce moment, tous les samedis, puisque le mentor te donne des orientations claires, à la limite, ce sont des ordres. Et c'est ce que le coach ne fait pas. Parce qu'un coach n'est pas un consultant. Je l'ai expliqué dans mon ouvrage, un coach n'est pas un consultant.
Alors, lorsque le mentor te donne des orientations claires tous les samedis et t'impose une discipline, tu ne dois pas aller dans un bar, te détendre, aller dans la buvette. Non. Lorsqu'il te donne cet ordre, ça crée un bouleversement. Mais il faut pouvoir l'accepter. Et l'accepter, ça va te créer inévitablement des rejets, des amis qui ne vont plus se retrouver avec toi. Donc, il faut pouvoir accepter ce changement que le travail du mentorat va t'imposer. Parce que le mentor te dira, tu veux, monsieur, tu m'as référencé, tu as pris le temps de me connaître. Mais si moi j'ai eu ces résultats, c'est parce que je me suis défini, imposé une discipline de vie. C'est ça l'expression, une discipline de vie. Et si tu veux avoir les mêmes résultats et peut-être même me dépasser, je te repose les mêmes conditions, les mêmes disciplines. C'est ça qui m'a fait gagner. Et si tu veux comme moi, je ne peux que te donner les armes qui m'ont fait gagner. Très bien. Kojoro, quelque chose à compléter? Oui, ce que je vais compléter, c'est que le mentoré n'est pas un béni oui aussi. Parce que il faudrait qu'il ait de la personnalité pour prouver qu'il a grandi. Enfin, moi, je sais pas. Je me retrouve souvent dans des environnements de grandes personnalités où quand ils parlent, ils veulent des fois que tu dises non. Pour savoir qu'il y a quand même quelqu'un qui ne va pas dans le même sens et qu'ils peuvent finalement te poser aussi un problème à un moment donné et compter sur ta capacité de réflexion et de choix, de sorte à discuter pour voir le point qui peut aller et autres. Parce qu'à un moment donné, le mentoré peut aussi devenir mentor. Donc, prouver qu'il a grandi, qu'il peut juger. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un mentor qui, des fois, peut avoir des points de vue qui ne collent pas, que je ne vais pas lui dire, écoutez, ici, on aurait dû faire comme ça, ou bien moi, je pense que je vais faire comme ça. Maintenant, le défi, c'est qu'il faudrait que tu apportes le résultat et mieux. Et il va aussi apprendre, parce que tant qu'on n'est pas encore mort, il y a des défis de part et d'autre que chacun veut, en tout cas, relever. Maintenant, le mentoré, c'est celui-là qui doit être reconnaissant d'une manière ou d'une autre, parce que l'ingratitude, c'est pas du tout une bonne chose. Et se rappeler que plus on rentre dans un cercle de personnes qu'on veut quand même imiter ou c'est pas, avec lesquelles on partage une certaine vision, plus il y a une certaine rigueur qu'on se pose soi-même, et ça fait un choix parmi ceux avec lesquels soi-même on se comporte pour qu'il y ait une certaine reconnaissance à un moment donné, pour qu'il y ait une certaine fierté à un moment donné, dont le résultat s'impose. Ah oui. Alors, c'est bon. Venceslas, est-ce que on a parlé de la position justement de mentor un peu plus tôt, mais je voulais poser la question de savoir, est-ce que pour ces femmes-là, vous savez, lorsqu'on est en couple, c'est compliqué parfois, parce que justement, le mentor et son mentoré peuvent avoir des relations qu'un mari peut trouver ambiguës. Est-ce que le mari peut être le mentor de sa femme? Vous voulez que j'intervienne par rapport à ça? Oui, on va faire rapide, un oui ou un non, et rapidement. Je pense que c'est l'idéal d'ailleurs, parce que, par définition, la femme, je peux me tromper, je l'admets, et je dis n'importe quoi, je l'admets également, cherche beaucoup plus le besoin de sécurité. Et quand il s'avère que le mentor de la femme est son mari, c'est une forme de complicité qui naît dans les actions. Il élève et il y a un échange beaucoup plus intéressant. Mais, le pouvoir change l'homme. Le niveau de considération, la discipline d'équipe, le relationnel équilibré se trouve parfois être heurté si l'homme n'a pas la grandeur d'esprit d'accepter que celle qui hier avait besoin de son expérience, de son soutien, de son support, aujourd'hui a pris de l'âge, a pris de l'expérience et nage dans les eaux profondes de l'accomplissement. C'est en ce moment-là que le problème se pose. Parce que beaucoup d'hommes évitent en réalité ce rapport de mentorat-mentoré et limitent le niveau de connaissance de la femme pour ne pas donner trop de pouvoir à la femme, pour être contredit, pour être tout le temps, être amené à justifier ses choix. Parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou non, un foyer, c'est une entreprise. Et dans une entreprise, il y a un chef et toutes les décisions ne sont pas des décisions rationnelles. Donc, pour me conclure, c'est intéressant au départ, mais à la fin, il faut savoir équilibrer. Et il revient à l'homme, dans ces cas de figure, de s'élever et de prendre la hauteur des choses et d'accepter que la femme est un lead parfois qui dépasse son autorité. Justino.
Ma réponse serait un peu peuplée, c'est oui. D'accord. C'est oui. Mais cependant, moi, je vais plus loin dans la question. Ne nous limitons pas seulement à la femme. Les personnes, on peut formuler la question sous l'angle. Est-ce que les personnes avec qui j'ai une certaine affinité assez poussée, votre père peut être votre mentor, votre bien mère, sûr. Votre mère peut d'ailleurs sur les mentors naturels. Même si dans la réalité, nous ne sommes pas là pour juger nos parents, mais Dieu a positionné le père et la mère comme les mentors naturels de l'enfant. Et de ce fait, l'homme peut être le mentor de sa femme, comme la femme peut être le mentor de son homme. Et cela est arrivé. Je ne vais pas donner un exemple, je vais en donner. Rappelez-vous des premières heures de notre démocratie, si le pays est resté debout, le rôle de la femme. Oui, dans le foyer, bon, il peut arriver, mais ça dépend de... Parce qu'on parle de modèle, d'accomplissement, d'une certaine réalisation. Ça dépend du niveau de oui, ça dépend du niveau. Si, par exemple, la vision au départ, bon, le monsieur n'a pas accompli grande chose, je ne sais pas si il pourra être mentor ou pas. Et si, bon, la femme... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui bouge beaucoup, où les femmes sont des fois âgées plusieurs fois plus que le mari. Et peut-être que la femme aurait aussi réalisé des choses que le mari aussi cherche à réaliser. C'est-à-dire, dans le foyer, en réalité, il faudrait plutôt primer sur la confiance réciproque parce qu'on n'est pas un bulle fermée, une maison close où, bon, on n'a plus d'opportunité de s'ouvrir. Non, il faut avoir de la confiance l'un ou l'autre et il faut échanger, il faut partager. Si quelqu'un a décidé de trouver quelqu'un, un homme peut trouver une femme comme un mentor, tant mieux. L'essentiel, c'est que le foyer se porte mieux et que la vie avance. Que gagne le mentor lorsqu'il accompagne quelqu'un, finalement? Parce que on a besoin de son expérience, qu'il nous guide et autres, mais en retour, qu'est-ce qu'il a? C'est cela. Je pense que c'est la joie de mentor est immense. Je me rappelle très bien, puisque moi j'ai fait beaucoup de métiers, j'ai des étudiants, parfois j'ai des élèves que j'ai gardés au primaire, d'accord, parce que j'ai commencé par le primaire. Je l'ai rencontré un jour, ça va? Il dit oui, ça va très bien. Tu fais quoi maintenant? Oh, je fais l'informatique, je suis technicien à Bénin Télécom. Ah bon? Mais pourquoi avoir choisi ça? D'accord. Pourquoi avoir choisi ça? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais à cause de vous. Donc, en réalité, la fierté d'un mentor, c'est la confirmation de son potentiel. C'est l'accomplissement qu'il affiche aux yeux des uns et des autres. Et dans un domaine bien précis. Un mentor qui fait bien son travail est toujours reconnu. Rares sont les cas où un mentor reçoit l'ingratitude de son protégé. Parce qu'en réalité, c'est du bénévolat, c'est du sacerdoce. Essayer d'aider quelqu'un, c'est une valeur. Et dans le moment dans lequel je suis, les valeurs, c'est le respect, c'est l'intégrité, c'est l'excellence et c'est le service. Le monde grandit par le service que nous pouvons rendre l'un à l'autre. Et le mentor a l'opportunité de se mettre à l'œuvre. Une belle âme attire. Et au-delà d'attirer, elle doit impacter. Et la fierté du mentor commence par là. Lorsque vous créez de l'impact, naturellement, vous avez un sentiment de fierté. Fierté parce qu'il y a une vie qui a pu retrouver sa voie grâce à vous. Et à travers votre vie, vous ne vous rendez pas, ça ne doit pas vous rendre assez glorieux, mais vous rendez simplement gloire à Dieu qui vous a positionné à un moment donné sur la voie de ce jeune homme ou de ce monsieur ou de cette dame pour impacter sa vie. Mais au-delà de tout, vous savez, nous travaillons pour la postérité. On dira, en fait, personne ne sait de quoi demain sera fait. En jargon vulgaire ou bien en français facile, comme on le dit sur RFI. Bref, et dans ce contexte, ce mentoré qui a pu avoir une certaine réalisation, qui a pu atteindre certaines compétences grâce à votre suivi, grâce à votre mentorat, vous ne savez pas demain ce qui représentera pour vous ou pour votre descendance. Donc la joie est immense et elle va au-delà de l'aspect pécuniaire. Très bien, merci. Bon, dans le domaine de l'entreprise, ça permet aux entreprises de survivre. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, par exemple, ont besoin des mentors entrepreneurs qui ont réussi quand même pour pouvoir les encadrer, pour réussir aussi. Donc, le résultat du mentor, c'est de voir quand même un développement économique de la nation quand on parle, par exemple, des entreprises et de savoir qu'à partir d'autres entrepreneurs sont nés. Et non seulement ça va rappeler leur... c'est-à-dire, il n'y a pas de succès sans successeur, comme on le dit. Ça va montrer quand même qu'eux-mêmes, leur nom restera dans le temps, parce que toute personne qui a quand même
produit un fruit sera certainement relayé dans le temps. Donc, il y a cette reconnaissance, de sorte que même ne mourront pas avec ce qu'ils ont fait et ce qu'ils auront fait. Ils auraient transmis, ils n'auraient pas cette bibliothèque qui aurait brûlé, comme on le dit dans Amadou Pateba, mais quand même, ils auraient pu transférer leur connaissance, leur sagesse à d'autres personnes qui le transféreront à d'autres de génération en génération. Nous devons donc retrouver dans quelques minutes Modeste Dossou-Togbe pour la suite, la dernière partie de ce plateau. Mais avant de laisser partir Aurore Dossou-Urvo, je voudrais demander le dénouement, bien la fin du mentorat. C'est quand ça se fait? Quand est-ce que ça a lieu réellement? Parce qu'on a dit ça peut durer sur des années, une longue durée, mais en réalité, à quel moment on sent qu'on n'en a plus besoin et qu'il faut mettre fin? Ok, c'est vrai, nous sommes dans la mondialisation, c'est vrai, le mentorat, c'est pas seulement du bénévolat, sous d'autres cieux, c'est payant. Parce qu'il y a des plateformes où on a accès aux mentors de manière pécuniaire, il faut payer. Donc, lorsque tu cesses de payer, normalement... Bon, ça veut dire... Oui, sous d'autres cieux, parce que nous sommes... On s'est dit, ça peut arriver, le cas où tu cesses d'accéder à certaines plateformes, ça s'arrête. Maintenant, lorsque... Ça peut être juste parce que j'ai plus d'argent. Voilà, ça peut être comme ça, mais c'est négociable aussi. Maintenant, le jour où, par exemple, tu sens que tu as atteint, le mentor cesse d'évoluer, ça peut aussi s'arrêter parce qu'il ne t'attire plus, il ne te porte plus vers l'avant et le résultat change. Et on se met aussi vers d'autres personnes. Donc, ça dépend de l'atteinte de l'objectif personnel qui peut mettre fin à ce type de contrat. Très bien, M. Sless. Je trouve généralement que la fin du mentorat est déclenchée par le protégé, pas forcément par le mentor. Parce que c'est la loi de tout recevoir, tout donner. Non, oui, tout recevoir, tout donner et tout renouveler. Lorsque vous donnez une connaissance, cela vous permet d'actualiser votre connaissance. Et généralement, c'est le protégé qui atteint un niveau où il se dit, avec ce mentor, je pense que j'ai eu ce dont j'ai besoin. Soit il peut rompre le contact, ou il peut ne plus exprimer un besoin d'apprentissage. Donc, tout naturellement, il arrive des cas où des mentors décident d'arrêter un niveau d'apprentissage. Ce n'est pas ce qui est souhaité. Ce qui est souhaité, que ce soit même le protégé qui arrête. Donc, pour moi, la plupart du temps, mes mentors, quand j'arrive à un niveau donné, je cesse d'exprimer un besoin d'apprentissage et je maintiens le relationnel amical, le rôle de conseiller qui n'est pas forcément un mentor. Mais vous savez, moi, mon avis sur la question serait un peu particulier. Lorsque nous parlons de mentorat, il n'y a pas une fin. Il y a pas, je reprends. Il y a la fin formelle. Il y a la fin formelle. Mais en réalité, le mentorat ne prend pas fin. Dieu commence par expliquer la fin formelle. Nous nous sommes réunis, nous sommes rentrés dans un contrat de mentorat pour un objectif. Lorsque l'objectif se réalise formellement, le mentorat prend fin. Formellement. Mais vu que c'est une relation humaine, à tout moment, je suis toujours tacitement sur un mentorat. Je donne un exemple pratique. Vous prenez nos amis mécaniciens, par exemple. Le chef de garage, quand il est dans certaines difficultés, il se rappelle toujours de son chef qui est peut-être d'un certain âge et lui expose le problème. C'est toujours un mentorat, mais qui se poursuit de façon informelle. Donc, mentor une fois, mentor toute la vie. Mais il peut y avoir des fins un peu malheureuses lorsque le mentoré fait preuve d'attitude peu ordinaire, peu catholique. Le mentor dit, tu tâches ma réputation, il met fin. Ou bien c'est le mentor qui commence par nouer des intentions ou bien tisser des relations un peu recommandées. Et le mentoré lui-même dit, je mets fin à ce mentorat qui ne me profitera pas. Très bien. Coach Aurore, un mot à tous ces mentors qui n'arrivent peut-être pas encore à bien faire le travail avec leur mentoré, qui ont des difficultés dans ce sens. Ok, c'est de prendre par exemple, c'est de considérer que c'est du bénévolat, parce que quand il n'y a rien en retour, c'est ça qui empêche beaucoup de se déclarer comme mentor. Donc c'est de voir quand même, de se rendre disponible tant qu'il peut, parce que quand le mentor n'a pas aussi quelqu'un à qui il va donner, il ne va pas s'améliorer lui-même. Parce que plus tu auras à donner, plus tu vas courir aussi pour avoir de la performance et de la visibilité. Donc, c'est d'encourager tous ceux qui sont aussi mentorés à essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes et à savoir que si quelqu'un a pu, je le peux aussi.
et pouvoir atteindre les objectifs pour que d'autres personnes aussi soient fières d'eux. Merci, coach Aurore de Suovo. Et on se retrouve très vite. Merci. Voilà, nous reprenons donc notre plateau avec Modeste. Nous avons eu quelques messages. Le premier qui nous défie, le mentoring, qui dit le mentor vient du mot grec mentoring, qui signifie être le précepteur de Télémaque et l'ami de Lulus. Par assimilation, un mentor est un conseiller expérimenté, attentif et sage auquel on fait entièrement confiance. Il ne faut pas confondre mentorat et coaching qui sont deux concepts différents. Alors pour Astrid, la première qualité du mentor est de savoir écouter, c'est le plus important. Cette écoute active permet de découvrir les échanges entre le mentor et son mentoré. Elle permet d'apporter des réponses les plus cohérentes possibles en toute humilité. Pour le mentor, il n'y a pas d'intérêt économique, mais surtout un intérêt humain, d'entraide et surtout de bienveillance à titre personnel. Cette action est gratifiante car on se dit que le partage, le don de soi est aussi une forme d'amour de l'entrepreneuriat. Accompagner l'autre dans son projet est aussi grandir soi-même en tant que dirigeant. Alors grâce au mentor, la personne accompagnée aura plus de chances de voir son projet grandir plus vite et se pérenniser. Le mentorat fait grandir l'autre. Mentor et mentoré sortent plus fort et de cette expérience. Alors, Gabriel Adam qui dit « Celui qui est à la fenêtre ne se voit pas passer dans la rue. En toute chose, il faut aller chercher un mentor. Un mentor vous améliore. Il est la personne qui croit en vous quand vous doutez, seul au creux de votre lit le soir. Il vous assure, vous enjoint de vous relever et d'y aller. Il est le reflet de ce miroir que vous regardez le matin et le soir en vous brossant les dents. Très bien. Il est le seul à croire en vous. Ça me permet peut-être de me poser la question de savoir, est-ce que justement le mentor doit motiver? Oui. Motiver son mentoré à aller à l'action. Je pense que c'est l'élément le plus important, c'est pour amener quelqu'un à faire quelque chose de bien, il faut motiver la personne. Je pense que la motivation est au cœur même du mentorat, parce qu'en réalité, le mentor est celui-là qui guide, qui oriente. Et dans cette orientation, il lui faut des éléments pour prouver la justesse de l'action au protégé. Et les mots pour le dire, la façon de le dire, les exemples qui accompagnent cette instruction ou cette orientation doivent être habillés de motivation. Je pense que la motivation est au cœur aujourd'hui de toute forme de collaboration et de relation. Et surtout, il y a l'estime. L'estime. Il faut par la sagesse, il faut par l'intelligence émotionnelle amener le mentoré à se lever, à s'élever, à se perfectionner et à rester dans l'action et aussi avoir l'habitude de regarder en arrière, de s'auto-évaluer et de voir son niveau de progression parce que on peut prendre un chemin, on peut choisir un mentor et sur le chemin, on se rend compte qu'en réalité, c'est pas le modèle que je voulais, c'est juste l'aspect extérieur du personnage qui m'a plu et dans le fond, ses valeurs ne coïncident plus avec les miennes. Comment on fait? On se retire? Pas forcément, parce que humainement, vous avez reçu quelque chose et vous devez être reconnaissant. Car on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Et dans cette obéissance, selon Francis Bacon, dans cette obéissance, il faut toujours être reconnaissant, même si c'est un merci, même si c'est un sourire. Qui plus est, une expérience, une connaissance, des préceptes, des outils, c'est toujours intéressant de les avoir. Très bien. Justino, Ce qui est le plus difficile dans le mentorat, c'est la discipline. Mais c'est ça qui rend le mentorat intéressant.
Donc, dans cette discipline, parfois, vous n'avez pas ce pli naturellement. Vous n'avez pas ça depuis. Mais votre mentor dit, mais voilà ce que moi j'ai fait. Prenez le joueur Cristiano Ronaldo, le nombre de fois il s'entraîne. Quelqu'un derrière les écrans dira, je vais le ressembler. Mais quand il vous dit le nombre de fois il s'entraîne, vous dites, mais tiens, mais il dit non, tu peux. Facile, et c'est là où la motivation intervient. Pour vous aider à respecter cette discipline. Oui, tu peux. Si moi je le fais, tu peux. Je vais t'y aider. Peut-être tous les matins, s'il a l'habitude de se réveiller à 5 heures, c'est lui qui prend son téléphone pour t'aider sur une semaine à prendre le pli de te réveiller. Donc tout ça rentre dans la motivation. Mais d'abord, c'est la discipline. Très bien. Reste la pensée. Oui, il y a Robert Kiyosaki qui nous dit, si vous voulez aller quelque part, vaut mieux trouver quelqu'un qui est déjà allé. Si vous voulez aller quelque part, vaut mieux trouver quelqu'un qui est déjà allé. Robert Kiyosaki, donc, Justino. Bien sûr, j'ai un profond respect pour ce monsieur, Robert Kiyosaki, qui est le père de l'éducation financière. Nous le disons et nous le clamons en coaching, en tout cas pour nous qui sommes dans la spécialité coaching et développement personnel et éducation financière. Bref, ça rejoint simplement ce que je disais au début. Le mentor, c'est un devancier qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Et on vient de dire, si vous voulez aller quelque part, il faut mieux chercher quelqu'un qui est déjà allé. Puis lui connaît la réalité et connaît la voie. Mais au-delà de la voie, les réalités de la voie, les états. Et c'est ça qui fait la différence entre l'expérience et la compétence. La compétence, c'est lorsque je connais les subtilités de la voie. Mais l'expérience, je pratique ça tout le temps. Mais je vais passer ça sur 5 ans sans jamais faire attention aux subtilités. Donc le mentor est important parce qu'il connaît la voie avec ses détails et ses subtilités. Oui, Venceslas. Généralement, nous allons à l'école pour développer notre quotient intellectuel pour avoir des diplômes, le savoir. Mais il faut le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire dans un environnement donné nécessite un savoir-être. Vous pouvez être le plus brillant, le plus génie et être celui-là avec qui personne ne veut travailler. Dans plusieurs domaines, c'est le cas. Et c'est pour ça que cette pensée me réjouit beaucoup, car, il faut le dire tout de suite, dans toute forme d'initiation, il y a toujours quelqu'un pour vous orienter. Et l'orientation est la chose la plus importante lorsque vous voulez aller quelque part. Il faut toujours identifier quelqu'un qui l'a déjà fait. Et dans la vie pratique, vous allez constater, même dans nos royautés, dans nos couvents, quel que soit, et tu as donné tout à l'heure l'exemple des États-Unis, le président qui est reçu, à qui on donne quelque chose pour lui permettre d'avancer. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'on le commande à la nature qu'en lui obéissant. Nous sommes nés parmi les hommes. Ce sont les hommes qui nous ont acceptés. C'est parmi les hommes que nous allons grandir. Et il faut apprendre à identifier des personnes pouvant vous faire grandir en estime de soi. Merci. Oui, alors Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur américain. Il est spécialisé dans le développement personnel et dans l'éducation financière, comme l'a dit le coach. Il a écrit plusieurs ouvrages, Un père riche, un père pauvre, Le quadrant du cash flow, que nous vous invitons à lire. Le monde des affaires, beaucoup de livres. Oui, des livres très intéressants que beaucoup recommandent. Et moi, je trouve que c'est très intéressant ce que ce monsieur fait parce qu'il travaille sur l'intelligence financière, l'intelligence émotionnelle. Et il vit encore, beaucoup pensent qu'il non, il vit. Il vit encore. Il vit toujours. Et il continue de travailler. Et il a fait de grands exploits dans l'immobilier qui est, par exemple, pas extraordinaire. Il enseigne dans l'un de ses ouvrages. Alors, nous poursuivons. Nous avons encore quelques minutes, 5 minutes donc, pour finir ce plateau. Donc, nous allons lancer Teste ta culture juste après le jingle. Voilà, le plateau est installé pour Teste ta culture. Nous avons Venceslas qui a rejoint le plateau aujourd'hui. Donc, les règles, tout simplement, c'est de répondre à la question le plus rapidement possible, tout simplement. Alors, première question, vous pouvez lire, si vous pouvez, la question à l'écran. Quel est le nom du premier président noir des États-Unis? Barack Obama. Merci. Bon, tout le monde le connaît, celui-là.
Et dans quel pays, justement, Barack Obama a-t-il des origines? Kenya. Exactement. Avant d'entrer en politique, quel métier exerçait Barack Obama? Avocat. Eh bien, tout le monde est imbattable sur Barack Obama, apparemment. Quatrième question. Lors de l'élection de Barack Obama, qui était son adversaire républicain? C'était McCain. George Bush, John McCain ou Sarah Palin? McCain. John McCain. Exactement, John McCain. De quelle confession religieuse Barack Obama? Protestantisme. Il est protestant. Protestantisme. Exactement. Alors, sixième question, toujours sur Barack Obama. En quelle année il a reçu le prix Nobel de la paix? 2010. 2009. 2009, oui. 2009. Pas loin. Bon. Les réponses commencent à partir. Hein? En 2011, qui était cette fois-ci le président de la République française? Nous avons Sarkozy, Hollande ou En 2000, Fillon? En Nicolas 2011. Nicolas Sarkozy. Sarkozy. En 2011. Nicolas Sarkozy. Sarkozy, bien entendu. Et combien de temps dure un mandat présidentiel aux 4 ans. États-Unis? Aux États-Unis, 4 ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Exactement. 4 ans. Et quel âge minimum faut-il avoir pour pouvoir se présenter à une élection présidentielle en France? 18 ans. Je n'ai pas la précision. D'accord. Quel âge minimum faut-il avoir pour pouvoir se présenter à une élection présidentielle? Être majeur, 18 ans. Exactement. En France, c'est 18 18 ans ans. qu'il faut avoir Avoir. pour pouvoir y aller. Voilà, merci beaucoup. C'était donc essentiellement sur Barack Obama et sur la France. Je suis sûre de déjà Barack Obama qui est une icône, qui est un ancien président et donc, que beaucoup ont en modèle, Voilà. pourquoi pas même Je un pense- mentor également dans la vie. Nous allons fermer ce plateau avec un tour de table, un mot de fin pour ces mentorés, pour ces mentors et peut-être même pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore choisi leur mentor, qui doutent, qui ne savent pas trop comment faire. Justine. Chers téléspectateurs, nous sommes tous nourris d'une vision. Nous sommes tous nourris d'une certaine passion pour quelque chose. L'essentiel, c'est de rechercher la perfection. La perfection ne parviendra pas si nous ne l'apprenons pas des autres. Cherchons donc dans notre environnement quelqu'un qui nous a déjà dévancé et qui fait si bien sûr à quoi nous aspirons et il sera notre mentor et gardons l'état qu'il faut pour beaucoup apprendre de lui. Mentor dans l'humilité, enseignant à nos mentorés. Je vous remercie. Merci, Justine Oviera. Aussi dit, quand vous êtes en début dans vos entreprises, il faut quand même avoir un mentor pour faire prospérer vos activités. Pourquoi pas? Et moi, je vais partir d'une phrase simple qui est la réussite et la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Nous naissons dans la main des hommes, nous nous préparons et cherchons l'opportunité. Pour chercher cette opportunité, il faut se cacher derrière cette citation qui dit « La force de vaincre se trouve dans la volonté de réussir ». Ayez la volonté, la détermination de quitter votre zone de confort et aller vers les sentiers non battus. Et pour finir, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Servez, acceptez servir. Et pour servir, acceptez les leçons de vie. Accepter les leçons de vie, c'est accepter le parrainage d'un devancier dans un domaine pour demain être un exemple. Merci Venceslas Soloro, merci Justino Vieira, vous êtes coach des organisations, vous êtes distingué Toastmaster, vous êtes ingénieur en informatique. Merci pour vos présences. Amis téléspectateurs, vous savez désormais ce qu'il faut faire si vous avez besoin d'un mentor, les éléments sur lesquels il faut tabler, également comment le choisir et surtout le comportement qu'il faut avoir avec lui. Moi, je vous quitte tout simplement avec la pensée de ce matin qui nous dit que si vous voulez aller quelque